Si vous êtes ici, c'est que vous êtes intrigué par la vie de Marcus Appius Regulus, ou la République romaine et l'Antiquité, ou bien plus largement l'histoire des peuples autour de la Méditerranée. Dans tous les cas, installez-vous confortablement et laissez-moi vous mener ad Historiae. Nous remontons dans l'Antiquité sacrée pour vous présenter une reconstitution de la seconde chute de la puissante Carthage. Vous avez sans doute reconnu l'extrait du film Gladiator de Ridley Scott. Mais là où cette scène représente la seconde chute de Carthage, nous allons bel et bien parler de la première guerre punique. Punique, ça nous vient du latin qui veut dire phénicien. En effet, les Phéniciens viennent de l'Asie mineure et ils ont colonisé toute la Méditerranée, surtout le nord de l'Afrique. Et ils ont disposé des villes, des cités-états sur tout le pourtour. Une de ces villes, Carthage, domine actuellement toute la partie ouest de la Méditerranée. Pendant ce temps, au nord, dans la péninsule italique, Rome est en pleine expansion. Un conflit semble donc inévitable. Carthage au sud, Rome au nord, la Sicile au milieu. Un des acteurs majeurs de cette première guerre punique est Marcus Atilius Regulus, consul de Rome. Alors je n'ai pas la prétention de savoir faire un vrai portrait de son caractère, de ses émotions, mais je pense pouvoir dire sans me tromper qu'il était sûr de lui, intrépide, et qu'il agissait avec honneur. Honneur qui va lui coûter cher, qui va lui coûter la vie. Tout ce qu'on a de ces guerres sont des sources latines ou grecques qui sont fortement hostiles aux Carthaginois. Donc on n'aura jamais le point de vue carthaginois, en tout cas on ne l'a pas pour l'instant. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi le destin tragique de Régulus est lié à celui de Carthage. Faisons un petit point de situation. L'ancien consul, Quintus Caedicius, est mort. Il faut lui trouver un successeur. Régulus prend donc une deuxième fois le consulat. Il est habitué des charges magistrales de la République romaine. Il est issu d'une famille patricienne, il est noble et a déjà eu la charge de consul 10 ans auparavant. D'ailleurs, pendant ce mandat-là, il a achevé la conquête de la péninsule italique en soumettant les peuples des Pouilles. Il a couvert de gloire sa carrière et Rome. C'est un fin politicien et un chef de guerre aguerri. Ses conquêtes ne sont plus approuvées. C'est donc un homme d'expérience qui arrive à la tête de la plus haute magistrature romaine. Mais lors de son deuxième mandat, c'est un tout autre ennemi qui l'attend. L'antique ville de Carthage, la première puissance de son temps. La ville phénicienne est dans l'actuelle Tunisie. Elle tire sa légitimité dans les mythes et légendes. Là où Rome trouve une certaine légitimité dans les mythes de Rémus et Romulus, ainsi que dans l'Énéide, Carthage, elle, utilise le mythe de la reine Didon. Un personnage illustre qui pourra avoir une vidéo entière à son sujet. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la puissance de Carthage est telle qu'elle domine tout le bassin ouest de la Méditerranée. On a au sud-ouest les Carthaginois, à l'est les Grecs et les Diadoques, ces grands généraux d'Alexandre le Grand, et au nord, une petite puissance qui commence à devenir vraiment très importante, la République romaine. Le point de cristallisation, le casus belli qui va trouver les Romains pour entrer en guerre contre cette puissance carthaginoise, c'est la Sicile. En Sicile, la situation est très complexe. Le roi qui domine vraiment la Sicile, c'est Hieron II, un grec, qui loge à Syracuse. Mais les Carthaginois commencent aussi à avoir le pourtour sud de la Sicile, en y posant des comptoirs. Hieron II fait face à une menace, une rébellion, les Mamertins, qui eux trouvent refuge à Messine, proche de la péninsule italique. Hieron II, n'arrivant pas à se sortir de ce bourbier, fait appel aux Carthaginois. Les Mamertins, quant à eux, appellent la République romaine. C'est donc deux superpuissances de ce temps qui vont faire office d'arbitre et s'affronter pour les petits peuples de Sicile. Mais ne vous y trompez pas, la République romaine allait forcément trouver un casus belli pour affronter la puissante Carthage. C'était dans l'ordre des choses, la conquête de la péninsule italique était actuellement achevée, il fallait forcément s'étendre au-delà des mers. La plupart des combats maritimes et terrestres se trouvent sur le sol de Sicile et ses alentours. C'est dans cette situation très complexe que Régulus accède au consulat pour la deuxième fois. Régulus se lance donc dans la guerre corps et âme et prend la tête de l'avant-garde de la flotte de la République romaine. C'est à Tyndaris qui rencontre pour la première fois les Carthaginois. Sans attendre le reste de la flotte, il commence à combattre et il essuie une grosse défaite. Il leur échappe à la mort de peu. Il part en retraite avec son navire amiral, il rejoint la flotte romaine qui était dans les hautes mers et reprend le combat dans la foulée.
Le combat s'enlise en Sicile, et aucune des deux puissances n'en sort vainqueur. La République romaine prend donc la lourde décision de préparer un débarquement sur les côtes africaines, afin de porter le combat sur les terres carthaginoises. Les deux consuls romains, Régulus et Vulso, partent donc à la tête de 330 navires autour de la Sicile afin de préparer ce débarquement. L'armée terrestre, quant à elle, traverse toute l'île afin de rejoindre la flotte au cap d'Ecnum. Ce lieu sera une bataille décisive pour l'arrivée de la flotte romaine sur le continent nord-africain. Il s'agit de détruire la flotte phénicienne pour avoir l'accès libre aux côtes carthaginoises. Après cette grande victoire, Régulus et Vulso débarquent enfin sur le sol africain. Avec seulement 4 légions, ils arrivent à prendre 200 villes et 200 000 hommes. Carthage est donc au bord du siège. Nous sommes à la fin de l'automne, et la République romaine remporte encore une victoire décisive à Hadis. Confiante, elle rappelle Vulso et la plupart de ses légions pour passer l'hiver. Il était de coutume dans la République romaine que les légionnaires romains passent l'hiver auprès de leur famille. Régulus reste donc seul avec une poignée de légionnaires sur le sol africain. Son mandat touchant à sa fin, il demande à la République romaine et au Sénat d'être remplacé par son successeur. Mais cette demande a été refusée. Il restera donc en Afrique. En moins 255, il reprend le combat et s'empare de Tunis. Il menace directement Carthage. Régulus est sûr de sa position et de sa force. Il commence alors les négociations. Les demandes de Régulus, en plus d'être irréalisables, sont inacceptables pour les Carthaginois. Il s'agit de abandonner la Sicile et la Sardaigne, payer un tribut, de payer aussi les frais de guerre, de rendre les prisonniers sans rançon. Carthage ne pourra déclarer la guerre ni la paix sans l'accord du Sénat romain. Elle est obligée de secourir Rome en cas de besoin. Et enfin, sa flotte maritime est limitée. Carthage est donc dans l'obligation de refuser. Elle engage donc pour résister le général Xanthippe de Sparte ainsi que des mercenaires grecs. À Tunis, Régulus subit un énorme revers. Son armée est anéantie par les éléphants de guerre de Xanthippe. Seuls 2000 Romains arrivent à s'en échapper. Les Carthaginois ont capturé Régulus. Mais ils l'envoient à Rome, sous condition qu'il revienne, afin d'obtenir cessation des combats ou un échange de prisonniers. Régulus donne sa parole qu'il reviendrait, même sa mission échouée. Devant le Sénat romain, le consul de Rome déconseille de suivre les obligations de Carthage. Et, étant un homme d'honneur et fidèle à son serment, il retourne dans la ville. De nombreux tableaux montrent les complaintes de sa famille qui demandent à Régulus de ne pas repartir à Carthage, car c'est sans doute la mort qui l'attend. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, nous n'avons que très peu de sources carthaginoises. Cet épisode est donc seulement renseigné par les sources latines et grecques, hostiles aux Carthaginois. L'émotion est telle qu'à Rome, on pense qu'il a été assassiné dès son retour. C'est d'ailleurs ce que décrit l'écrivain et l'historien Tite-Live. D'autres, comme Fleurus et Eutrope, pensent qu'il a été torturé avant d'être tué. Mais il existe aussi une autre version, celle de Diodore de Sicile. Il est très hostile aux Carthaginois, mais il pense que Régulus est mort d'une mort naturelle. Le contexte de sa disparition est donc incertain. Mais sa vie est une preuve de fidélité, d'honneur et de courage. Et c'est pour cela qu'il va rentrer dans les mythes de la République romaine. Il s'est comporté tel que doit se comporter selon les mœurs un consul de Rome et plus que ça, un citoyen romain. Les Romains vont l'honorer, l'aimer et le hisser au rang des héros de la République. C'est donc ici que s'achève la vie étonnante de Marcus Atilius Régulus, consul de Rome. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui sortira aussi en podcast. C'était la première d'une longue série, car j'aimerais vous raconter l'histoire des personnages des peuples méditerranéens. C'était Philippe dans Ad Historiae, terminé.